Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Nicolas Vidal, qui est fondateur et rédacteur en chef du média Putsch, un site indépendant d'actualité culturelle et politique, et auteur de ce livre, Les médias, le grand chambardement aux éditions Hugo Doc. Errement. Ah, le grand errement, pardon. Errement, oui. Chambardement, c'était le grand chambardement des superbes chansons de Guy Béard. Oui, mais vous faites douter sur le titre maintenant. J'aurais peut-être le chambardement, ça aurait été bien. Oui, aussi. ça aurait été Vous êtes pas gentil. mal. Peut-être. Honnêtement, ça aurait été mieux que... Mais non, c'est imprimé André Berkov, c'est très tard. Voilà. Non, mais je précise seulement que c'est aux éditions Hugo Doc, mais sinon j'ai tout dit. Alors, Nicolas Vidal, Média, le grand errement. Alors, effectivement, on peut en parler. D'ailleurs, vous en parlez avec beaucoup de précision. C'est vraiment, votre livre est très intéressant. C'est donc la collection Alerte chez Hugo Doc. Et vous avez repris, d'ailleurs, ça, c'était paru où, ça? Acrimed. C'était Acrimed, Oui. hein, c'est ça. C'est la Oui, on galaxie voit... des médias et des dépendances des médias aux uns et aux autres. Alors, au fond, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les médias? Alors, on va faire le tableau général, et puis on va... En fait, les médias français, vous, ce que vous dites, c'est que, quand vous dites errement, on peut dire dérive, on peut dire tout ça, enfin, c'est-à-dire, vous dites qu'au fond, ils ne font plus leur boulot. Pour être un peu schématique, ils font plus leur boulot. En quoi ne font-ils plus leur boulot? Je pense surtout qu'il y a eu une perte du monopole de l'information dans les médias. Ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a eu une sédition de la plupart des grands médias parce qu'ils l'ont invisibilisé. Vous le savez, j'en parle beaucoup, André Berkov là-dessus, des Gilets jaunes. Et ils ont invisibilisé toute une partie de la France périphérique et la France moyenne. Et moi, je pense surtout qu'il n'y a pas forcément des médias aux ordres. Il y a surtout des médias qui défendent dans une endogamie une idée de la mondialisation et de la globalisation. Donc, il y a des intérêts qui sont totalement divergents entre une partie de la France qu'on appelle le peuple, voilà, les Gilets jaunes, la France périphérique, et les médias finalement qui ne portent plus la parole. Et je le répète, j'insiste là-dessus, ils ont perdu le monopole de l'information, les médias alternatifs, les réseaux sociaux. Et je crois que Sud Radio en sait quelque chose là-dessus, comme d'autres médias. Et effectivement, il y a cette délégitimation aussi de la parole opposée, de la parole publique, et il n'y a plus de débat. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il n'y a plus de débat, c'est-à-dire qu'on n'interdit pas la parole. On délégitime le débat. On ne veut plus qu'il y ait de débat. Et finalement, ça, c'est extrêmement grave, parce que le débat dans une démocratie comme la France, c'est le sillon fécond de notre démocratie. Les lecteurs, les auditeurs et les téléspectateurs ont droit à avoir sur des sujets fondamentaux des voix discordantes pour leur faire son propre idée. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Et je trouve, voilà, c'est grosso modo, pour le préambule de ce livre-là, le média, le grand errement. Et il y a 4 caps, il y a 4 phases dans cette histoire-là. Et je remonte jusqu'à 92. Ouais. Traité de Maastricht, notamment, 80. On en parlera. On va en parler. Mais alors, justement, vous commencez par dire, et vous avez pris des sondages, mais il y en a plusieurs, que effectivement, les Français dans leur majorité, en tout cas, et assez importante, ne croient plus aux médias. Je parle des médias établis, des médias dits mainstream, comme on dit. Ils n'y croient plus, ils ne croient plus à la parole des médias, qu'ils appellent quelquefois les merdias dans les réseaux sociaux. Bon, c'est un peu facile, mais il faut le rappeler. Pourquoi? C'est-à-dire que quand vous dites invisibilisation, voilà. Et ça veut dire, oui, mais en quoi? C'est-à-dire qu'ils répandent eux aussi les fake news encore plus que les réseaux sociaux. C'est quoi? Qu'est-ce qui a fait cette délégitimation? Parce qu'avant, que ce soit Le Monde, Le Figaro, même d'autres avant, enfin, on écoutait c'est dans les journaux. Et c'est vrai que depuis toujours, on regarde 14-18, il y a toujours eu des fake news, de la propagande, et ce qu'on appelle le bourrage de crâne. C'est pas nouveau, ça. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé à ce point? Mais je vous disais, il y a une endogamie finalement, et je reprends, et je pense que c'est intéressant de parler des 4 phases qui se sont Maastricht. Allez-y. Maastricht, 92, traité, le référendum, donc les grands médias. Le référendum de 2005. Non, Maastricht, 92. Ah, 92. Ensuite, vous avez, André Berkov, vous avez le 2005, le traité constitutionnel de Lisbonne. Rappelez-vous, il faut voter oui, il faut voter oui, il faut voter oui. Manque de peau, retour du peuple, et nous voilà avec un non à 52, 53, 55%. Presque. Voilà, 55% presque. Vous voyez, c'est une gifle finalement. Et ça, c'est la première, la première sécession, la double sécession entre finalement une France périphérique ils jettent à corps perdu dans leur souveraineté. On va en parler. C'est l'affrontement entre l'identité, la souveraineté et les médias. Donc il y a ce traité constitutionnel de 2005 de Lisbonne. Et ensuite vous avez les Gilets jaunes.
Ça, les Gilets jaunes, c'est l'émergence absolue de cette classe. J'appelle ça, moi je reviens toujours au livre de Jérôme Sainte-Marie, qui est un très bon livre, Le Bloc populaire, bloc contre bloc. le bloc élitaire. Ouais. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a eu une volonté à un moment donné, moi je le dis, d'abrutissement des Français pendant 20 ou 30 ans. Voilà, on a Vous voulu dites abrutir vraiment les Français. volonté, vous. Ah oui, je pense que c'était assumé, on a voulu abrutir les Français. Pourquoi ? Parce qu'on a essayé de faire des Français, c'est le déracinement. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire des Français, des citoyens, on les essaie de faire passer finalement comme des consommateurs. Le consumérisme hédonisme. Quand vous avez un citoyen, un consommateur plutôt, c'est plus facile de gouverner un consommateur qu'un citoyen, quelqu'un qui a un libre arbitre, quelqu'un qui réfléchit. Et finalement, pendant 30 ans, on a eu cette idée-là, et on s'est dit, bon, ils vont tellement s'amuser, être dans l'hédonisme permanent, qu'ils ne réfléchiront plus, et on va pouvoir faire nos petites affaires. Et 2005... c'est la première gifle, c'est la première claque qui est donnée. C'est-à-dire que le peuple se retourne, et sur le référendum, d'ailleurs, on notera que le référendum, c'est plus beaucoup à la mode en ce moment. Le référendum, ça fait un petit moment qu'on n'en fait plus. On n'en a plus fait du tout. Me depuis semble-t-il. 2005. Ouais. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. Et je pense que ça a commencé à fermenter là. Ça a commencé à fermenter là. Et en fait, 2005, Lisbonne, pardon, 2008, on le dit, congrès de Versailles, Nicolas Sarkozy qui fait passer ça en force contre la vie des Français. Oui. On nous dira que c'était marqué dans son programme, mais probablement en tout petit en bas, comme ça, dans une interligne. Et puis finalement, vous avez les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, en 2018, se rendent compte qu'il y a eu une trahison de la promesse de la mondialisation heureuse. Ils sont les laissés pour compte. Ils sont les laissés pour compte de cet état de fait. Et finalement, ils se rendent compte que leur frigo est vide, qu'il n'y a plus de pouvoir d'achat. Et ils veulent comprendre pourquoi. Une partie des Français, on ne va pas idéaliser en permanence, mais une partie des Français, finalement, a cherché à comprendre pourquoi, ce qui se passait. Et là, on est dans l'affrontement entre une partie de la France périphérique, France moyenne, entre... Oui, parce que c'est pas, pardon, c'est pas seulement la France périphérique, mais même dans les métropoles, vous avez une partie des gens qui pensent aussi comme la France périphérique. Hein. Oui, bien sûr. Parce Nicolas, que, oui, c'est les perdants de la mondialisation. C'est ceux qui ont perdu, finalement. Et finalement, les consommateurs sont redevenus quelque peu des citoyens. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On se rend compte, face à cette endogamie, et bien entendu, quand le peuple essaie de faire entendre sa voix, et bien entendu, on l'ostracise. Il est délégitimé. Et ça, c'est extrêmement important. On a délégitimé la parole populaire, totalement invisibilisé. Premier espace, premier temps, traité de Lisbonne, et ensuite Gilets jaunes. Et là, ces gens reviennent à la charge. Et qu'est-ce qu'ils veulent, finalement ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces Gilets jaunes ? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces Français moyens ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? On ne comprend pas ce qu'ils veulent. Et finalement, là, on a délégitimé. Donc, c'est deux mouvements. C'est invisibilisation et délégitimation des médias. Parce que finalement, les grands médias, une nouvelle fois, cadrent bien le propos. Quand je parle des grands médias, je parle des grands médias mainstream, finalement, des grands médias, ce que j'appelle les faiseurs de rois. Et là, on s'est retrouvé avec une ambivalence et une idée que les Français, finalement, ne pouvaient pas décider par eux-mêmes et qu'ils étaient trop cons pour comprendre les grands enjeux de ce monde-là. Mais quand vous perdez, André Barkov, quand vous perdez sur la mondialisation, quand vous perdez du pouvoir d'achat, à un moment donné, vous voulez reprendre en main, vous voulez déjà comprendre. Vous voulez comprendre pourquoi vous avez perdu et vous voulez regagner votre souveraineté. Et vous ne trouvez plus les réponses dans ces médias-là, ce que vous dites. Bien entendu. Nicolas Vidal, on se retrouve juste après les informations et on continue à discuter de ce problème extrêmement important. Et vous aurez tous la parole, évidemment, à partir de 13h15 au 0826 300 300. Venez poser des questions à Nicolas Vidal, il n'attend que ça. Venez aussi réagir aux autres sujets, notamment, on l'a dit, Stéphanie, qui a été assassinée sous les coups et sous les cris de la Wakbar, avec ce Tunisien qui bénéficiait d'une autorisation exceptionnelle de séjour salarié, ou alors la tribune ouverte au gouvernement signée par les anciens militaires. On vous attend sur tous ces sujets. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes sont cuites, mais les médias en ce moment, effectivement, ils sont chauds. Ils sont chauds, mais pour côté combustion ou côté création, vrai problème. On en discute avec Nicolas Vidal, le grand terrement. Oui, mais Nicolas Vidal, justement, parlons-en un peu. Parlons et prenons des exemples un peu de cette déconnexion dont vous parliez dans votre livre, qui est bourré d'exemples, et justement, c'est très intéressant. Parlons du service public. Dites-moi d'abord, il faudrait rappeler aux éditeurs de Sud Radio, nous on n'est pas une radio de service public, on est une radio privée, mais justement, le radio de service public, normalement, devrait refléter la diversité de tout le public, puisque nous payons redevance. Hein. C'est nous qui payons, c'est 80% du budget au moins. Donc c'est nous qui sommes les subventionneurs de cette radio. Les mécènes. Les mécènes. Voilà, ouais. Mais oui, effectivement, vous avez raison. Le service public, vous savez qu'il y a un droit, il y a un devoir.
de pluralisme des voix. D'ailleurs, Maître Philippe Prigent parle très bien, et vous avez reçu notamment l'auteur Charles Oana là-dessus, mais il y a vraiment une obligation de pluralisme des voix. Et la question de fond qui se pose, qu'est-ce qu'il y a derrière finalement? Moi, j'ai vraiment l'impression que le débat serait-il devenu peut-être un aveu de faiblesse pour ceux qui n'ont plus rien à penser. Voilà, c'est extrêmement intéressant, parce qu'à un moment donné, on va prendre des exemples, vous voulez des exemples. Je parlais des élections américaines, que vous connaissez bien, un sujet qui vous passionne et que vous connaissez bien. J'ai pris la chronologie des 6 derniers mois avant les élections américaines, novembre 2020, entre Trump et Biden, et on s'est rendu compte, et quand j'ai pris mon petit stylo sur mon petit cahier, je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient été invités sur la matinale de Inter pour parler des élections américaines étaient manifestement des anti-trumpistes patentés. Tous. Voilà. Bien sûr, je renvoie les auditeurs de Sud Radio à aller voir un peu tout ça. J'ai beaucoup bossé là-dessus, et on se rend compte que finalement, on aurait aimé au moins un peu d'équilibre. Oui. Je ne demande pas à ce qu'on ait des Trumpistes, mais au moins un peu d'équilibre, des éclairages. Alors, on a eu des auteurs, on a eu des écrivains, on a eu toute une série de gens, mais c'était anti-Trump. Par contre, quand il s'agit des premières déclarations de Biden, par contre, là, c'est silence radio sur les déclarations de Biden, contre Poutine notamment, ou d'autres choses. Et le problème, il est là, c'est qu'on a l'impression qu'on veut excommunier du débat toute une voix discordante, des paroles opposées. Et on ne veut plus débattre. On ne veut plus débattre, c'est-à-dire que les gens se retrouvent sans rien, et ils se retrouvent avec quoi? Les réseaux sociaux. Donc quand on crie à l'infamie des réseaux sociaux sur le service public ou autre, et qu'on a ces équipes de fact-checkers comme ça, qui finalement vont chercher le probre, et vont essayer de traquer la fake news. Les décodeurs, bien entendu, on ne sait pas ce que c'est les fact-checkers, les décodeurs. Finalement, vous comprenez bien qu'il y a un vrai problème, et quand les gens quand ils n'ont plus accès à une information équilibrée, je parle d'équilibré, je parle d'équité, je parle d'honnêteté, il n'est pas question de faire... Non mais refléter la diversité des opinions de la France et des Français, qui est quand même divers. Vous avez un autre exemple, alors vous avez donné l'exemple américain, c'était bien de le rappeler. Est-ce qu'il y a d'autres exemples français dans ce traitement à géométrie variable du service public? Bon, il y en a un sur les élections européennes. Les élections européennes, on a eu j'ai vu des petites vidéos d'explications sur la nécessité du Parlement européen, et on pêchait énormément par omission. On essayait de nous dire finalement que le Parlement européen est une forme démocratique de la politique de l'Union européenne. Ce qui n'est pas totalement vrai. D'ailleurs, je renvoie toujours le livre de Varoufakis, Conversation entre adultes, où Varoufakis parle comment la Troïka a mis à genoux... ministre grec des Finances, en 2015, comment la Troïka a mis à genoux la Grèce, et il ne parle jamais du Parlement européen, au passage, ou très peu. Très peu. Donc j'aime bien renvoyer à ces lectures-là, et ça c'est extrêmement intéressant, mais le fond, je vous le disais, André Berkov, c'est qu'à un moment donné, on a excommunié le débat, on ne veut plus le débat. Et si vous avez le malheur de ne pas en penser comme ces gens-là, rappelez-vous ce que disait Staline, s'ils ne sont pas communistes, traitez-les de fascistes. Voilà, donc on arrive, vous savez, à l'espèce... Le champ sémantique, il s'enrichit au fur et à mesure des mois et des années, il devient de plus en plus violent, et on se retrouve finalement sur des grands médias qui sont devenus des forts à l'amour, qui sont seuls et contre tous, avec, je le disais tout à l'heure, avec une automisation finalement d'une partie de la France périphérique qui va s'informer ailleurs, qui va s'informer sur les réseaux sociaux. D'où, je le répète, les fact-checkers. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que moi, ce livre-là, je le rappelle, je veux le rappeler, je tire la sonnette d'alarme. Il n'est pas question d'aller charger comme ça la fleur au fusil. Non, je tire la sonnette d'alarme. Et vous avez dit Merdia tout à l'heure. Moi, quand j'ai monté chez Push Media, je faisais un peu ce pluralisme des voix. C'est extrêmement important, parce que je me suis dit quand même, il y a quand même très très peu de pluralisme des voix dans ce pays. Donc j'ai monté Push Media. Et quand je vais sur les premiers ronds-points de Gilets jaunes, tout au début du mouvement, le mouvement authentique, dirons-nous, j'entends parler de Merdia. Moi, en tant que journaliste, je me pose la question, mais pourquoi c'est là-bas que vous avez entendu parler d'abord de Merdia. Et je déjeunais avec mon éditeur avant d'écrire ce livre, il me disait, mais c'est quoi les Merdia? Et j'ai dit, mais c'est extrêmement intéressant et effrayant de voir que des gens, des Français moyens, dont je fais partie, que je revendique, parlent de Merdia. Il faut voir la violence sur les réseaux sociaux contre les Merdia. Et à un moment donné, il faut y réfléchir. On ne peut pas en permanence brandir toujours, se draper dans la vertu et nous servir du fact-checker en permanence. Il faut que les grands médias se remettent en question. Fact-checker, et surtout, c'est pas ça, du fascisme prouvé. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes soit à la droite d'Adolf Hitler, soit un dangereux anarchiste d'extrême gauche, etc., etc. Enfin, ça se rejoint, quoi. Mais effectivement, vous dites effectivement, Nicolas Vidal, endogamie, etc., etc. Mais il y a quand même derrière, justement, vous parlez de Macron et vous parlez de ceux qui ont fait élire Macron, et vous dites à un moment donné dans votre livre que Macron a été élu par les médias, notamment. Il a été
porté par les médias, pas élu, bien sûr, oui. Oui, il était porté par les médias, bien entendu, parce que ça, c'est le fond du problème aussi. Les grands médias portent la même idéologie mondialiste. C'est ça, la réalité. Le libre-échangisme, la société liquide. La société liquide où on efface les frontières, on efface l'identité. Je parlais tout à l'heure de consommateurs et de citoyens. C'est cette endogamina, c'est cette même vision de la société aujourd'hui. Mais quand vous avez une société qui se porte à peu près bien, André Berkoff, sur le pouvoir d'achat, quand les gens ont un peu de trucs dans le frigo, ça va. Mais le jour où les gens sont licenciés, on délocalise, et à un moment donné, il y a une pauvreté qui s'installe. Et là, les gens commencent à gueuler, à juste titre, légitimement. Ils se posent aussi pour certains des questions. Ils se posent des questions. Donc finalement, on se retrouve avec un camp contre camp. Vous imaginez cette vision entre des médias, grands médias, et une partie de la population où on arrive à dire qu'on est camp contre camp. Je vous rappelle d'ailleurs plusieurs marches de Gilets jaunes tout au début du mouvement qui allaient manifester devant les médias à une époque. Rappelez-vous, enfin, c'est tragique d'avoir ce constat-là. Et je le déplore. Hein. Je le déplore. Hein. Je m'en offusque et je le déplore. Réjouir, ça. Mais il faut essayer de le comprendre. C'est pour ça que j'écris ce livre, parce que c'est ce grand errement des médias. Avec ces 4 dates-là, on voit que les médias dérivent et ne nous vendent finalement qu'une idéologie mondialiste en permanence. Et pour des gens finalement qui sont totalement déconnectés du peuple. Totalement déconnectés du peuple. C'est la réalité de certains grands éditorialistes. Finalement, tout ce qu'il y a au-delà des portes parisiennes, ce sont des tribus lointaines qui habitent dans les no man's land. Et ça, c'est plus possible. Et effectivement, ils sont protégés, dans des endroits protégés, des maisons protégées, etc., etc. Et ils bénéficient de la mondialisation. Ils bénéficient de la mondialisation. C'est ce que Michel appelle les élites kérosènes. Les élites kérosènes, dont les gens... Vous pensez à... Cécile Duflot aller en vacances aux Maldives, par exemple. Oui, il y a toute une série d'exemples comme ça, toute une série d'exemples. Ça la regarde d'ailleurs. Mais oui, bien entendu. Mais dire, on ne peut pas, à un moment donné, être des ayatollahs sur les plateaux télé de toute cette série d'idées de mondialisation, société liquide, faire le bien, l'écologisme aussi, et dire aux gens, si vous ne pensez pas comme nous, vous êtes des affreux séditieux, des factieux, des xénophobes, une série de choses comme ça. Et ça, c'est vu. Et je dis, c'est pas de maintenant. Les Gilets jaunes, c'est l'émergence. C'est la France périphérique, c'est le fameux retour du peuple que vous connaissez bien, André Berkoff, là-dessus. Et c'est ce retour-là. Et là, on se rend compte qu'il y a une énorme fracture. Et quand je parle de camp contre camp, sincèrement, ça m'attriste, mais je pense qu'on est vraiment camp contre camp. Donc, les gens, maintenant, où la plupart des Français vont sur les réseaux sociaux, il n'y a qu'à voir les commentaires sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont plus que ça. Ils n'ont plus que ça. Oui, c'est la soupape. C'est un refuge. Alors quand j'entends certaines personnes sur les plateaux dire les réseaux sociaux c'est une honte, il ne reste plus que ça aux gens. C'est un refuge. Alors bien sûr qu'il y a des excès, il faut le dire. Il y a des excès, bien entendu qu'il y a des excès. Non mais c'est le meilleur et le pire. Non mais moi par exemple, ce qui me frappe, c'est les bonnes âmes qui disent il faut supprimer le pseudonymat des réseaux sociaux. Ils me font marrer. Moi, je parle en mon nom sur les réseaux sociaux, sur Twitter ailleurs, mais il y a un certain nombre de gens, s'ils donnaient l'opinion qu'ils donnent avec leur nom, ils se feraient virer de leur entreprise, virer de là ou de là, il faut savoir. Donc, ils ont le droit, c'est pas vrai. Moi, je défends totalement le droit au pseudonymat, y compris pour le pire. Après, vous savez, on les retrouve. Hein. S'il y a des gens, des appels à la haine, au meurtre, on peut les retrouver. Et ceux-là, on les sanctionne très durement, bien sûr. Mais cette délégitimation des médias, pour revenir à cela, Nicolas Lividal, est-ce que c'est pas aussi dû au fait du fait que les médias, je dirais pas la quasi-totalité, il ne s'agit pas de faire du anti-riche ou anti-capitalisme primaire, mais appartiennent à 8 personnes ou 9 personnes. Oui, est-ce que ça ne joue pas à ça? Mais c'est 10 milliardaires, effectivement, 9-10 milliardaires qui tiennent les médias. On est d'accord que ça joue énormément. Et puis, c'est des lessiveuses politiques aussi. C'est du mainstream, c'est des appareils politiques. On le voit aujourd'hui d'ailleurs. Un an, l'élection présidentielle, c'est dans 1 an. Et aujourd'hui, on voit que ça bouge énormément. Tout le monde se tire dans les pattes, ça se regroupe, ça essaie d'acheter, ça fait des OPA. Combien? Mais je ne suis pas persuadé que ça soit vraiment une bonne solution, moi. Voilà. Parce que vous avez perdu, finalement, je le dis, je pense qu'il y a une hégémonie culturelle qui est en train de naître. Une vraie hégémonie culturelle d'en bas. Quand vous voulez... Un vrai contre-pouvoir culturel. Bien entendu. Et c'est les médias alternatifs que nous sommes, les radios comme la vôtre, toute une série de médias, nous sommes encore là. Et après, on pourra parler peut-être aussi des solutions à apporter sur ce thème-là. Mais je veux dire, il y a quand même eu quelque chose qui émerge de ça. Il y a quand même eu une prise de conscience. C'est pour ça, André Berkoff, que je parle d'autonomisation de ces gens-là, finalement. Ils se sont regroupés sur les réseaux sociaux et on essaie de leur faire fermer le clapet. Et c'est quand même assez terrible. On a eu la loi Avia et toute une série de choses qui sont en train de se développer autour de ça. L'actuel ministre de la Justice aussi travaille dans ce sens et d'autres. Enfin, bien sûr. Et à un moment donné, on ne veut plus. Il y a une carte routière de la pensée autorisée et il ne faut pas se hasarder à aller sur le petit chemin, là, près du ruisseau en bas, parce que sinon, vous serez rattrapé par la police de la pensée, parce qu'il y a ça aussi. Rappelez-vous. Et vous êtes un journaliste connu et vous connaissez bien
dans ce monde-là. Il y avait une bien-pensance avant. Il y avait une bien-pensance. Voilà, il y avait une bien-pensance qui était là. Et puis au bout d'un moment, on est arrivé sur une espèce de police de la pensée. Une espèce d'autoritarisme. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Intéressant pour moi, journaliste politique et journaliste tout court. Mais maintenant, ça devient carrément flippant. Je vais être un peu trivial, mais ça devient vraiment flippant. Et même nous, médias indépendants aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est dans la censure absolue, mais on nous met quand même pas mal de bâtons dans les roues, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Concrètement, sur les réseaux sociaux. Alors qu'on fait un boulot, on recoupe les informations, on essaie de donner une vie, et on essaie de donner la parole à tout le monde. Nous ne sommes pas des procureurs. Oui, n'en déplaise à Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas des procureurs, nous sommes là pour inviter toute une série de voix, comme c'est le cas ici, pour essayer que les gens de l'autre côté du micro puissent se faire leur propre opinion. Et on ne prend pas les gens pour des imbéciles. Les gens seront à même, à un moment donné, de se faire leur idée sur un homme politique, sur un intellectuel, sur un écrivain, sur un historien, et après d'aller fouiller par eux-mêmes. Parce que faire ça, le grand herman des médias repose sur le postulat suivant. Les gens, c'est des imbéciles, donc ils ne comprennent rien, donc autant les préserver finalement d'idées nauséabondes. Ça, c'est un scandale démocratique, et c'est du racisme de classe. Ah ouais. Oui, c'est vrai, et c'est tout le problème, effectivement, de la délégitimation. Non, mais en fait, c'est quoi? C'est nous sommes le bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc on va vous enseigner le bien, et si vous êtes incapable de comprendre, c'est que vous êtes vraiment des pauvres gens et il faut vous éduquer. C'est drôle, on n'est pas loin de la rééducation, hein, sans comparaison les paraisons. Oui. Enfin... Et je crois que ça va continuer à se durcir, parce que je vous le dis, avec cette naissance de l'hégémonie culturelle d'un certain nombre de Français qui vont sur les réseaux sociaux, qui vont voir des médias alternatifs, certains parlent de contrôle. Je le disais en introduction, les grands médias sont en train de perdre le monopole de l'information. Ils sont en train de le perdre. D'ailleurs, quand ces gens parlent des Français, ils parlent tout le temps de sondages. C'est plus les Français, c'est des sondages. Ah oui, absolument. C'est plus des Français, c'est des sondages. Nous voilà avec 67 millions de sondés. Voilà. C'est pas comme ça. Et finalement, cette déconnexion est terrible. Et je crois qu'il va falloir quand même bien réfléchir. Il va falloir bien réfléchir à ce qu'on va faire à un moment donné pour remettre dans ce pays. Vous savez ce que j'aime bien ce mot, c'est la grande conversation. On a excommunié, on a exécuté la grande conversation dans ce pays. Mais pourtant, vous avez un président qui ne fait que des grands débats. Oui, des grands débats. Les grands débats, vous me rappelez où sont les reliquats des grands débats? Aux archives départementales de votre département, chers amis, pour aller les voir. Vous verrez, c'est sous des meubles. Enterré. Voilà, ça a été enterré, bien entendu, empoussiéré, embastillé, enterré. Et ça, c'est terrible. Voilà, parce que je pense que on en est là aujourd'hui, cette doxa. On va continuer à parler de cette doxa, Clémence. Et vous êtes déjà très nombreux à avoir pris votre ticket pour poser une question à Nicolas Vidal. Vous avez raison et vous continuez à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le débat continue entre André Berkoff et son invité Nicolas Vidal, les médias, le grand errement aux éditions Hugo Doc. Et ça vous fait beaucoup réagir. On va à Montpellier, tiens. On donne la parole à Kevin. Bonjour Kevin. Oui, bonjour Kevin. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Et bonjour Monsieur Vidal. Bonjour. Voilà, bon, je suis très content de passer en ligne direct. Bon, je voulais revenir sur un sujet que vous avez débuté tout à l'heure. Oui. Concernant la lettre des généraux, je pense que ça va faire débat pendant un petit moment. Des militaires, voilà. Oui, absolument. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ça c'est quand même dramatique. Il faut réellement que Monsieur Macron y prenne en considération ce courrier, parce que c'est quand même, on va dire, des militaires qui sont peut-être à la retraite maintenant, qui ont vu la France évoluer depuis une trentaine d'années et qui voient la dérive auquel elle est arrivée aujourd'hui. Alors, ça, que je le vois de partout. Moi, je suis à Montpellier, j'ai vécu dans le nord de la France, j'ai de la famille dans la gendarmerie, j'ai de la famille dans la police. Maintenant, ils sont à la retraite, hein, bien sûr. Il faut savoir que déjà, il y a 30 ans, ils arrêtaient les parents de ceux qu'ils arrêtent maintenant. Donc le problème n'a pas commencé il y a 2 ans. Voilà, exactement. Bon, tout ça pour vous dire que ça va finir en guerre civile. Ça, c'est sûr et certain. Si on n'a personne au gouvernement autre que ce qu'on a actuellement et que ce qu'on aura dans 2 ans, il faut réellement quelqu'un qui mette le point sur la table, qui rétablisse l'ordre, parce qu'on va partir en décrépitude complète. Moi, j'ai peur pour mes enfants. J'en ai 3. Ouais. J'ai peur pour ma famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans.
Donc ça, je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre, ou si les gens voient clair la situation d'aujourd'hui. J'ai vu la semaine dernière à Montpellier, M. Macron qui est venu. Oui. Écoutez, Montpellier, le problème, il n'est pas là depuis hier. On va prendre aussi le cas de Tourcoing, le cas de Tourcoing dans le nord de la France. Où il y a des Monsieur émeutes Darmanin pratiquement tous les jours en ce moment. Les problèmes qui se passaient à Tourcoing. Ouais. Il a été maire de la commune pendant des années. Et là maintenant, il est au ministère de l'Intérieur. C'est une mascarade. Je ne sais pas qui va pouvoir faire quelque chose. Bah, écoutez, j'ai peur et je pense que ça va très très mal se finir. Vous pensez que ça peut évoluer vers la guerre civile carrément. C'est pas exclu. Carrément, il y a des éléments, ça devient tellement dramatique, les gens ne se respectent plus l'un l'autre. Bien sûr. Même qu'ils ont une cinquantaine d'années, ils se respectent même pas entre eux. Les jeunes n'en parlons même pas. Les jeunes couples même pas. Et ça, il n'y a plus de savoir-vivre. Donc tout ça, ça fait partie d'un non-respect qui s'est mis en place depuis une vingtaine, trentaine d'années. Et puis maintenant, on arrive au bout du bout. Voilà. C'est ce qui va se passer. Donc ça va se passer entre soit des partis politiques, soit entre des religions. Ça va très très mal se passer, je pense. Écoutez, effectivement, le problème que vous avez posé, on le sait, tous les jours on reçoit effectivement des appels comme les vôtres, et pas seulement. Il y a un vrai problème de gouvernement, il y avait un problème d'autorité, il y avait un vrai problème de savoir jusqu'où on met le taquet pour ne pas aller trop loin, jusqu'où on met la ligne rouge. C'est évident que ces problèmes-là sont posés. Mais je vais vous dire, on revient à ça pour le moment, parce qu'on passera des heures là-dessus. Mais ce que je vais vous dire, c'est vraiment clair. Moi, je voudrais juste quelque chose. Et je l'ai dit, je l'ai redit. Je regrette, et je vais vous dire, je m'autocritique, des fois je n'ai pas voté. Je pense que le vote devrait être obligatoire en France. Je pense parce que si chaque Français ne se rend pas compte, chaque citoyen, qu'au moins au vote, il y aurait les référendums, ça on va reparler des référendums, c'est vrai qu'on n'a plus fait depuis longtemps, on en parlait avec Nicolas Vidal, mais si chaque Français ne se sent pas responsable de ce qui se passe, même s'il peut faire peu, mais il peut faire, eh bien, rien ne se passera et on ira vers ce que vous êtes en train de dire, et évidemment, et on espère tous qu'on n'arrive pas à ça. Il est là le problème. Il est le problème qu'il faut se prendre en main au niveau du quartier, au niveau de la rue, au niveau de tout ça, et dire basta così, on arrête plat, ça suffit comme ça, et y compris, je dirais, dans la défense de ce qu'on est, à tout point de vue. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est intéressant. Moi, le vote obligatoire, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une œuvre politique en face. Il vous faut une œuvre politique en face. À un moment donné, je l'ai déjà dit, il y a un appauvrissement de nos élites, intellectuellement, culturellement. Quelle œuvre politique on offre aux Français aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur met devant? Et on peut dire qu'effectivement, les Français se sont laissés un peu berner démocratiquement, qu'ils se sont laissés aller. Et j'en parlais tout à l'heure avec l'hédonisme, l'icéaisation de la société, les ronds-points, vous savez, les centres commerciaux, bien entendu. Mais il faut une œuvre politique, il faut une classe politique qui sont en capacité aujourd'hui de pouvoir proposer des projets. Donc on entend beaucoup parler, la langue de bois, d'ailleurs on l'a pas ici, et tant mieux, mais les gens n'y croient plus. Et en plus, je finis là-dessus, vous avez une délégitimation de la parole publique, de la parole politique, et maintenant de la parole médiatique. Qu'est-ce qu'il reste aux gens? Sans parler de la parole scientifique et médicale depuis un an. Hein. On est d'accord. C'est autre chose, oui. Donc vous y mettez là-dessus, des petits points rouges sur la carte routière de la pensée autorisée, mais vous avez un pays qui est en train d'aller à volo. Je vais vous dire, Nicolas, ça c'est mon incurable optimisme peut-être, je pense que va jaillir des tréfonds de la société, civile ou pas, militaire ou pas, politique ou pas, des gens qui vont penser autrement et qui vont le dire. Et je pense qu'il a déjà commencé. Mais on verra. Clémence. Merci en tout cas, Kevin. On donne la parole à Julien qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Julien. Oui, bonjour Julien. Bonjour Clémence, bonjour André, bonjour également à votre invité, que je rejoins d'ailleurs totalement sur son analyse des médias. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ça, parce que moi j'ai lu récemment d'une étude Reuters sur la confiance des Français dans les médias, et qui plaçait ce chiffre à 23%. Je ne sais pas si vous voyez le niveau qui est quand même assez inquiétant. Quand vous n'avez même pas un Français sur 4 qui croit dans les médias, c'est qu'il y a quand même clairement un problème de représentativité. Et il y a aussi une chose sur laquelle je voulais rebondir. Je suis tombé il y a quelques semaines sur un blog de Maxime Tordonnet, sur son blog personnel. J'invite tous les auditeurs à aller le lire. Ça s'appelle Discussion avec une femme de médias.
Et ce qui révèle honnêtement est assez affligeant. Il discute avec une femme dont il ne peut pas donner le nom parce qu'effectivement elle explique que si sans cela elle perdrait son emploi. Et elle dit qu'en gros les médias sont en ordre de bataille pour la réélection du président Macron l'an prochain. Il n'y a plus que cela qui compte, c'est la consigne implicite mais impérieuse. Et alors il pose la question, mais consigne de qui? Il dit tout simplement consigne des actionnaires, car c'est eux qui financent les médias, sans eux nous n'existons pas et nous disparaisserions. Et alors quel intérêt? Elle lui répond, elle lui dit c'est une logique de coterie, de réseau d'amis fondés sur des intérêts croisés, de relations, de secrets partagés. Cela me fait penser à l'affaire donc Duhamel, Kouchner, Pizier, le siècle Sciences Po. Elle lui répond, si vous saviez comme cette affaire les terrorise, c'est coller des rustines un peu partout pour éviter qu'elles n'éclaboussent encore plus largement et ne causent des dégâts irrémédiables. Alors je résume tout ça, mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que en fait ils sont en train de nous préparer le duopole Macron-Le Pen, en espérant effectivement qu'elle arrive au deuxième tour, et dès qu'elle sera au deuxième tour on nous fera le fascisme, le racisme entre les deux tours. Et effectivement en faisant ça, ils sont certains que effectivement la République en marche repasse, parce que c'est ce qu'elle disait rapidement c'est ce qu'il dit dans cet article. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous croyez? C'est nous les médias qui décidons d'exposer, de promouvoir et de mettre en valeur, d'attribuer une existence politique. À tel ou tel. Voilà. Je pense que c'est comme en supermarché, si vous décidez de ne pas mettre un produit, le produit ne se vendra pas puisqu'il n'est pas connu, il n'est pas en... Si on ne le met pas en tête de gondole, c'est ça. Absolument. Et donc, ce que disait Nicolas Vidal pour terminer, je crois qu'il a complètement raison. Aujourd'hui, on est dans une idéologie quasi totalitaire des médias et vous n'entendez en réalité quasiment que le même son de cloche ou alors une opposition qui ne dérange pas finalement les grands mouvements. Je pense évidemment à M. Philippot, à M. Kuzmanovic, à M. Dupont-Aignan, à M. Asselineau, à M. Poisson. Ces gens-là, en réalité, il y a une opposition réelle, mais on ne peut pas la mettre en valeur parce que cette opposition, elle dérange et elle n'est pas dans les extrêmes. Alors on ne pourra pas les tacler, si vous voulez, les mettre dans une case qui fait qu'on pourra les décrédibiliser le moment venu si d'aventure ils devaient monter très haut dans les sondages. Nicolas Vidal, est-ce que effectivement, on en a parlé un peu, effectivement, actionnaires, sondages, actionnaires, économie, etc. Et puis l'endogamie dont vous parliez au début. Je crois qu'il est important de creuser tout ça. On en parle tout de suite après ceci. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la conversation continue entre André Berkov, son invité Nicolas Vidal d'ailleurs, je rappelle, fondateur, rédacteur en chef du média Putsch. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner et trouver le site putsch.media.fr. Il y a aussi une chaîne YouTube, Putsch Live sur YouTube. Et puis le titre de son livre, Les médias, le grand errement, chez Hugo Doc. En tout cas, vous êtes nombreux à réagir à ces propos. On va à Paris, on donne la parole à Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour madame, bonjour monsieur Berkov. Merci pour votre intervention monsieur Berkov concernant le vote. Ça c'est formidable, c'est une chose à laquelle je pense depuis des années. J'ai 70 ans passés, il y a une cinquantaine d'années j'étais dans l'armée, faire mon service militaire après mes études supérieures, pendant lesquelles du reste j'ai fait la préparation militaire parachutiste. Et depuis ce moment où j'ai pris conscience, je suis rentré dans la vie active, j'ai pris conscience du délitement progressif de cette société. De par le fait que nous n'avons pas eu de président qui soit de véritable patron. Un véritable patron n'a jamais peur. Moi, j'ai été patron dans ma vie d'entreprise, j'ai des petites entreprises, j'ai subi des coups terribles, j'ai été écrasé par terre, je me suis relevé, mais je n'ai jamais eu peur. Et j'ai toujours gardé une ligne de conduite qui était la préservation des principes immuables, essentiels pour préserver la vie, pour préserver une société. Et tous ces principes se sont délités au fur et à mesure, quels que soient les présidents que nous avons eus. Et là, nous en payons les conséquences. Et cette tribune de la part des militaires, on la retrouve aussi dans d'autres domaines qui se sont totalement délités, de par le fait qu'on a satisfait, ces présidents ont satisfait les caprices de ce peuple, au lieu que de lui expliquer clairement la situation et que de lui dire voilà ce que nous pouvons faire, voilà ce que nous pouvons pas faire pour telle ou telle raison. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé, pour satisfaire le caprice de ce peuple dans tous les domaines, à avoir un endettement qui est terrible, qui nous bride, qui nous empêche d'agir, de mettre de bonnes choses en place.
Et Macron, lui, est arrivé, soi-disant c'était le sauveur, mais non, il a profité d'une période de perturbation d'une part, et effectivement de la part, comme dit M. Vidal, et comme a dit ce précédent auditeur, concernant aussi l'action des médias qui sont devenus la propriété d'un petit nombre de personnes qui sont quasiment aux ordres par le fait des accointances financières de ces politiques que nous avons eues jusqu'à présent. Voilà. Écoutez, Guy, effectivement, tout ce que nous avons eu d'ailleurs avec frère Robert Nadac, l'ancien général, il est là. Mais vous savez ce que vous décrivez, Winston Churchill l'avait dit il y a longtemps. Il y a deux catégories d'hommes, il y a les politiciens et les hommes d'État. Les hommes d'État pensent aux futures générations, les politiciens pensent à leur réélection. Tout à fait, voilà, c'est ça, exactement, M. Bercoff. Et quand vous flattez effectivement les gens qui doivent vous réélire, vous êtes prêt à tout brader. Tout à fait, et vous vous prostituez. Le prostitué ou la prostituée qui sont sur le trottoir, qui s'avancent auprès du chaland pour proposer leurs programmes et leurs tarifs, ont un comportement 100 000 milliards de fois plus honorable que la plupart de ces politiciens que nous avons eus. Écoutez, c'est une phrase qui sera retenue, celle-là. Oui, merci, je vous le dis. Merci aussi pour le vote. Et le vote, ce que je souhaite, c'est que le vote blanc soit inscrit dans la Constitution. Totalement. Parce que à partir d'un certain taux de pourcentage de vote blanc, on dit on annule les élections. Exact. Il faut d'autres personnes qui se présentent. Je vais dire précisément, on va voir ce qu'en pensent les auditeurs de Sud Radio. Moi, je suis pour le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc, bien sûr, si personne ne vous satisfait. Et que, à partir du moment où il y a plus de 50%... Non mais regardez, à partir du moment où il y a plus de 50% de vote blanc, eh bien, on refait les élections. C'est très clair. Et ça permet d'avoir une sélection de personnes qui se présentent, qui sont réellement valables. Absolument. Et aussi une autre chose, moi ce que je demande, c'est que nos ministres soient des ministres qui soient d'expérience. Quand j'entends une ministre des Armées vous en demandez beaucoup là. Une ministre des Armées qui se permet de désavouer les gens qu'elle a sous ses ordres, d'accord. Et cette ministre des Armées qui n'a jamais tenu ne serait-ce qu'un pistolet à bouchon, cette femme-là n'a pas sa place en tant que ministre des Armées. Et je veux un ministre des Armées qui soit un ancien de l'armée, je veux un ministre de la Santé qui soit un ancien de la Santé, je veux un ministre de l'Industrie qui soit un ancien de l'Industrie, et surtout des gens qui ont été leurs propres patrons, qui ont été chefs d'entreprise. Moi, j'ai été chef d'entreprise, je sais ce que c'est qu'une entreprise. Merci Guy, merci. En tout cas, je vous promets, on va poser la question à Florence Parly, est-ce qu'elle a manié un pistolet à bouchon dans sa vie ou pas? Je vous promets, on aura la réponse. Et en attendant, on va aller au Pays Basque, on donne la parole à Florent. Bonjour Florent. Oui, bonjour Florent. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien Florent. Allez-y. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour Monsieur Vidal. Enchanté d'être à l'appareil. Je vous appelle en fait notamment pour interpeller Monsieur Vidal sur 2 points. La dernière fois que je l'avais entendu, c'était au Cercle Aristote en interview avec Pierre-Yves Rougeron. Et il donnait une piste pour justement s'émanciper de ces médias qui quelque part nous oppressent et nous disent un petit peu ce qu'il faut penser. C'était de s'abonner ou d'acheter de la presse d'opinion qui nous intéresse. Donc je voulais savoir s'il était toujours dans cette doctrine et dans cette ligne, parce que je ne l'ai pas entendu depuis le début de l'émission parler de ça. Et le second point, c'est lorsqu'il dit qu'il n'y a pas d'offre politique concrète, réelle, peut-être que je l'ai mal compris. Un intervenant a parlé de Kuzmanovic, de Philippot, de Dupont-Aignan, de Asselineau, et je pense que ce que beaucoup de souverainistes de gauche comme de droite attendent aujourd'hui, c'est une espèce de patriotisme économique et que ces gens-là arrivent à se mettre autour de la table. Alors même s'il y a des querelles intestines entre Philippot et Asselineau, ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait une guerre d'ego. Ils se mettent ensemble, d'accord. Nicolas Vidal. Ah, je réitère, effectivement, vous avez entre vos mains le futur de la presse indépendante, de la presse et du journalisme indépendant, le journaliste, on va dire éthique, pour parler un peu écologie, mais du journalisme. C'est à vous, chers auditeurs et auditrices, de vous abonner à la presse indépendante, quelle qu'elle soit, Putsch Média ou à d'autres, parce que je le dis en permanence, je l'avais dit, cet auditeur du Tribunal, je l'avais dit chez Pierre-Yves Rougeron, Cercle Aristote, effectivement, nous, si les gens ne s'abonnent pas, il vous restera finalement que les grandes chaînes d'information et les grands médias. Et nous disparaîtrons. Il n'est pas question d'une question de mois où l'on est. Il peut être une question de jours ou de semaines. Donc oui, l'engagement citoyen... De vie ou de mort. Bien sûr, c'est ça. C'est vous qui avez la clé finalement de cette démocratie. Si vous voulez lire de la presse indépendante avec des interviews, des gens qui ne sont pas invités comme chez André Berkoff ou chez nous, il faut continuer à nous aider, soit à nous soutenir, soit à vous abonner.
Ceci étant, pour la promotion, oui, bien sûr, l'offre politique, vous avez raison. Le vote blanc, je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait disponible pour ça et enthousiaste à l'idée du vote blanc. C'est tout à fait normal. L'offre politique, vous avez raison de le dire. Mais à un moment donné, il va falloir que la guerre d'ego s'arrête. Il va falloir qu'à un moment donné, on ait une offre politique globale autour de thèmes importants, sur le souverainisme, sur la France, sur la nation, bien entendu. Vous ne pouvez pas avoir 4 ou 5 candidats. Vous avez parlé d'Asselineau, de Dupont-Aignan, de Philippot et toute une série de gens. Georges Kuzmanovic aussi, un ancien de la LFI qui a monté République souveraine. Mais je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas une offre politique globale aujourd'hui et tous ces gens sont dans la guerre de l'ego et il va falloir qu'ils s'entendent. On est à 1 an de la présidentielle et oui, une offre politique, elle ne pourra émerger qu'à un moment donné où il y aura un programme commun avec des idées claires et arrêter de reculer sur des questions centrales. Et la question centrale, vous le savez pour ceux qui m'écoutent, c'est l'Union européenne aussi. Et là, on a quand même des gens qui font des tours de manche, des entrechats, qui se contorsionnent et qui se donnent. Donc il faut vraiment une offre globale, une offre commune avec un programme très clair. Parce qu'il s'est posé Frexit or not Frexit, Bruxit or not Bruxit, c'est posé. Nicolas Vidal, avant tout, je vais vous poser une question qui fâche un peu, mais c'est intéressant. Vous critiquez beaucoup tout le monde dans votre livre, mais vous consacrez un chapitre très élogieux à Russia Today. Or, il se fait que vous travaillez à Russia Today, vous faites la chronique à Russia Today. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de conflit d'intérêts là-dedans ? Pas du tout, parce que c'est une chaîne qui m'a fait confiance. C'est la première chaîne qui m'a appelé en novembre 2018. J'étais sur mon canapé, elle m'a appelé, elle m'a sollicité pour m'exprimer sur les Gilets jaunes, ensuite sur la politique nationale et internationale et européenne notamment. Et j'y collabore effectivement à Russia Today. Je le dis d'ailleurs dans le livre, hein, je suis très transparent, je suis à RT France, je le dis. Non, mais parce que c'est le seul média que vous défendez. Alors, je ne le défends pas. Je défends que le fait que moi, sur RT France, je dis vraiment ce que j'ai envie de dire. Voilà, on m'a jamais dit, tu ne dis pas ça, tu ne dis pas ça. Je suis très libre dessus. Vous n'avez jamais été jamais, très sincèrement, jamais. Et moi, ils m'ont fait confiance dès le début. Ouais. Ils m'ont fait confiance dès le début. Ils m'ont appelé et c'est la seule chaîne qui m'a fait confiance et je peux y dire ce que je veux. Je tiens un édito politique tous les jeudis matin à la matinale et je choisis mon sujet tout à fait librement. Tout à fait librement. Je dis souvent, pour la chose, le symptôme, si les médias, les grands médias français avaient fait leur boulot, il n'y aurait pas de place pour RT France. Si les grands médias français avaient fait du pluralisme des voix, où on entendait énormément de voix, le débat pluraliste était permanent, quasi quotidien sur ces chaînes-là, il n'y aurait pas finalement RT France ou d'autres. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'on pourrait dire aussi que quand des voix dissidentes se font entendre, comme par hasard, le business s'y retrouve. Regardez CNews. Bien sûr. Hein, oui. CNews a fait appel à des voix dissidentes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je ne fais pas de jugement de valeur dans cette histoire. Mais comme par hasard, c'est remonté très fort. Ce que je dis effectivement dans le livre, il y a un calcul qui a été fait sur le pluralisme des voix et qui marche énormément. Mais pour finir sur RT France, voyez les invités d'il y a 2 ans, voyez les invités de maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas y venir au début, qui y vont maintenant sur RT France. Beaucoup de gens, même des figures politiques aujourd'hui. Donc il y a quand même un changement des médias. Et s'il n'y a pas de prise de conscience de nos médias, de nos chers médias français, eh ben ça va aller très mal. Donc pour finir là-dessus sur RT France, moi je suis très content parce que j'ai jamais été censuré, je dis ce que je veux. Et une nouvelle fois, c'est la première chaîne qui m'a appelé, qui m'a fait confiance. Donc au moins pour ça, c'est vrai que je suis redevable d'une prise de parole. Non, c'est-à-dire que moi, encore une fois, et vive le pluralisme, RT France et RT Russia Today France est subventionné par la Russie. À partir du moment où il le disait, on le sait. Bon, ben voilà, on sait à quoi s'en tenir. Et puis, chacun voit là où il doit voir. Mais je voulais simplement faire souligner ça pour voir que s'il n'y avait pas chez vous, dans votre éthique, un conflit d'intérêts. Ouais. Et vous me dites non, et ben tout va bien. Non, c'est comme sur la crise sanitaire, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Voilà, ceci étant dit, chères auditrices et chers auditeurs. Et vous continuez de nous appeler 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Je ne sais pas si les carottes sont cuites. En tout cas, le grand errement des médias, ça vous fait beaucoup réagir. Nous allons en Seine-Saint-Denis. Nous donnons la parole à Renaud à ce sujet. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud. Oui, bonjour Clémence, bonjour André, bonjour à votre excellent invité Nicolas Vidal. Merci. dont je salue bien évidemment le travail. J'avais eu l'occasion de discuter avec lui l'été dernier lors d'une réunion souverainiste en Seine-et-Marne. Voilà, comme ça c'est clair. Un rassemblement souverainiste que je couvrais en tant que journaliste. Oui, c'est fait. D'accord. Voilà, allez-y. En tant que journaliste, absolument. Allez-y. Et donc, bravo pour le travail que vous faites et pour l'importance que vous donnez à l'idée de pluralisme et de capacité du débat. Là, vous parliez effectivement tout à l'heure, il y a quelques instants, avant la publicité de RT France. Eh bien, c'est un espace de liberté. Pour preuve, Frédéric Tadei, qui est un excellent journaliste, faisait une émission formidable il y a quelques années sur France 2 qui s'appelait
Le titre ne me revient pas, je suis navré, mais en tout cas une émission de débat. Ce soir ou jamais, ça me revient, ce soir ou jamais. Eh bien, aujourd'hui, il avait expliqué que quand il est arrivé sur RT, il était impossible de faire ce genre d'émission sur France 2. Sous-entendu qu'en fait, l'émission n'avait pas lieu d'être parce que c'est peut-être trop compliqué, on ne peut pas se permettre de passer trop d'heures ou de minutes à faire des débats avec des gens qui peuvent aussi avoir des avis différents. Ça c'est vrai, alors je vais vous dire, quand même Renaud, si on commence à faire des débats avec des gens qui ont des choses à dire, c'est grave. Non, il faut faire des débats avec des gens qui n'ont rien à dire. Et comme disait quelqu'un, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire qu'il faut que je me ferme ma gueule. Voilà, c'est le débat en général middle class, quoi. On vous écoute, Renaud. C'est ça, alors donc, je pense que si vous voulez, je pense que les médias mainstream en fait vont sentir le vent du boulet parce que là c'est en train de tourner. C'est-à-dire que d'un point de vue sociologique, il y a des idées nationales, conservatrices, je dirais de bien commun et de volonté d'être ensemble, d'être collectif, qui est en train de renaître. Oui, c'est vrai. Et évidemment, la majorité des gens que vous connaissez aussi, que vous voyez sur les plateaux, sur LCI, Jean-Michel Apathy, Romain Goupil, etc., et j'en citerai d'autres aussi, Jean-Jérôme Bertolus et autres Maurice Zaffran, sont dans une forme de conformisme depuis une cinquantaine d'années. Donc c'est toujours les mêmes anciennes, on est du côté du bien, l'Europe c'est formidable, etc., etc. Et les gens, évidemment, finissent par ne plus croire à ça, parce qu'ils constatent qu'aujourd'hui, eh bien, tout va à volo. Ça ne marche pas. Et il y a une chose contre laquelle on ne peut rien, c'est les réalités. C'est-à-dire que là, l'idéologie est en train de se fracasser complètement contre le réel. Et là, c'est en train de tourner. Alors, est-ce qu'il y aura des répercussions en 2022 pour les présidentielles? On ne peut pas encore le dire. Mais je pense qu'à moyen terme, il risque d'y avoir quand même des changements. Nicolas Vidal, effectivement, on parle de ça et c'est le début de notre conversation, et puis c'est une conversation qu'on a beaucoup dans notre émission sur Sud Radio. C'est en fait ce que Jacques Prévert appelait les terrifiants pépins de la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on peut raconter tout. Comme disait l'autre, on peut tromper quelquefois avec quelques personnes, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Donc, il y a un vrai problème. Et effectivement, de ce point de vue, les réseaux sociaux, les médias alternatifs, enfin, j'aime pas ce mot, mais disons les médias un peu différents. Indépendants, voilà, disons cela. Et effectivement, et c'est vrai que ça joue. Alors, est-ce que, à votre avis, c'est intéressant, est-ce qu'il peut y avoir assez vite, ce que demandait Renaud, une transcription politique dans les mois ou les années à venir ? Elle y sera à partir du moment où il y aura des médias aussi qui seront aidés, comme je dis, par les lecteurs et qui pourront porter ces voix. Parce que c'est bien d'avoir une espèce d'agglomérat d'idées souverainistes. Alors, effectivement, on vous parlait des quatre têtes, Philippot, Dupont-Aignan, mais à un moment donné, il faudra aussi qu'il y ait une presse qui puisse les inviter sur le temps long pour pouvoir dérouler leurs argumentations, pour pouvoir créer finalement une espèce de bloc. On a parlé tout à l'heure du bloc populaire, mais il faudra à un moment donné aussi un bloc électoral autour de gens. Mais pour ça, il faut que les gens s'expriment. Si vous faites des débats qui ressemblent à des ronds-points et des sens interdits, c'est pas possible. Donc voilà, il faut aussi que les médias indépendants puissent avoir les moyens de mettre en place ce débat pluraliste. On ne l'a plus. Un exemple. Rappelez-vous le traité d'Aix-la-Chapelle. Le fameux traité d'Aix-la-Chapelle. On a vu le texte quand même sur le site de l'Élysée 3 jours avant. Comment vous voulez que les médias organisent un débat pluraliste autour d'un traité qui était fondamental sur notre souveraineté? D'ailleurs, on nous a traité avec les Allemands, l'histoire de la souveraineté avec les Allemands, qui a été signé avec Aix-la-Chapelle avec Angela Merkel. Et ce texte-là, nous l'avons eu 2 ou 3 jours avant. Comment voulez-vous que sur des grandes questions comme ça, il y ait des débats pluralistes? Alors notre boulot, nous, c'est justement d'aller chercher, moi j'en avais parlé d'autres, on en avait parlé parce qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup fouillé, on essaie de décrypter. Voilà. Alors, justement, Nicolas, juste une question. Je voudrais que vous rappeliez aux auditeurs, et ça c'est une question qu'on évoque très 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 peu, les subventions quand même assez astronomiques qui sont données à la presse. C'est-à-dire par l'État, c'est-à-dire par le contribuable. Bien sûr. C'est quoi? Ça se chiffre par chaque journal, je parle des grands journaux, par dizaines de millions, à peu près 6 millions, 7 millions. Vous avez raison. Il faut aller le voir, parce que ces données sont publiques. Effectivement, il y a des grosses aides à la presse, aides au publipostage, il y a toute une série d'aides, effectivement, qui sont mises en place. Oui, c'est bien l'aide à la presse, mais pas à tout le monde. Mais bien sûr, c'est bien l'aide à la presse. Mais à un moment donné aussi, il faut que les gens s'y retrouvent. Parce que c'est les gens qui subventionnent, c'est nous qui sommes les mécènes, et finalement, peut-être les faiseurs de rois dans quelques années. Et bien entendu, à partir du moment où nous sommes partie prenante en tant que citoyens sur nos deniers personnels de la subvention
des Césars de la presse ou de la subvention au service public, nous avons le droit, et je veux le rappeler, je vais peut-être dire une énorme nouveauté aujourd'hui, mais l'information c'est un bien public, André Berkoff. Donc à un moment donné, il faudrait aussi que le bien public, c'est un bien qui est public, donc que tout le monde puisse avoir droit à une information équitable et honnête. Alors on ne va pas dire objective, parce que les médias, objectivité, vous le savez, c'est le grand débat, mais au moins une équité et une honnêteté. Voilà, et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas encore passé au cap supérieur. C'est à tous les auditeurs et tous les gens qui aiment la presse ou le débat ou qui veulent avoir une autre son de cloche d'écouter Radio André Berkoff ou vous amener à Push Média ou à d'autres médias pour continuer finalement à soutenir l'effort de guerre culturelle, intellectuelle. Ne vous méprenez pas sur mes mots, pour essayer de continuer à nous faire vivre et surtout à faire vivre le débat en France qui est le sillon fécond de la démocratie. Sinon, ça ne veut rien dire absolument. Clémence. Allez, on donne la parole à Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour à Clémence, bonjour André, bonjour Philippe. Vidal. Oui, bonjour. Alors, donc malgré ma voix jeune, j'ai 49 ans, donc je suis toujours jeune, mais voilà. Donc j'ai fait 20 ans d'armée et j'ai signé la fameuse lettre ouverte, bien sûr. Oui. Et je voudrais juste dire à Madame Pannier-Runafier que mon pactage est prêt dans l'armoire et qu'il n'y a pas des charentaises chez moi. Donc, par contre, il faudrait quand même qu'elle se méfie parce que les gens qui ont fait l'armée de façon professionnelle ou provisoire, même leur service militaire, faut quand même faire attention parce que c'est des gens qui ont appris à résister. Donc, il faudrait qu'elle se méfie quand elle fasse des mauvais jeux de mots. Des mauvais jeux de mots, oui. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, donc Monsieur Vidal, il a totalement raison. Seulement, vous m'avez un peu coupé l'herbe sur le pied tout à l'heure, mais parce que en fait, moi, je pense qu'il y a un truc historique qui s'est produit. Oui. Alors, en fait, quand on reviendra sur l'histoire contemporaine de nos jours là. Dans 20 ou 30 ans, je pense qu'ils exhumeront un fait qui est d'une importance capitale, c'est CNews. CNews et Sud Radio. Si vous voulez, parce qu'en fait, alors je suis d'accord, moi je suis Boulevard Voltaire, Putsch et tout ça, je m'informe dessus aussi. Mais le problème, c'est que il faut pas oublier qu'il y a des gens qui n'ont pas cette facilité d'aller sur Internet, tout ça. Et c'est la plupart des gens d'ailleurs. La majorité des gens. Voilà. Et donc, pour leur parler, il faut toucher les masses. Et pour toucher les masses, il n'y a que la télé pour l'instant. C'est toujours encore le cas. Et un peu la radio, Et un peu la radio. Et beaucoup la radio aussi. Ouais. D'accord ? Parce que les personnes âgées, tout ça, ils écoutent beaucoup la radio. Alors, donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un fait marquant. C'est qu'il y a eu, sur le réseau mainstream, comme on va dire, il y a eu une télé qui est apparue, donc CNews. Feu télé et surtout il y a eu aussi Sud Radio en même temps, pratiquement au même moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sur ces deux médias, en fait, la parole est quand même assez libérée par rapport aux autres. D'ailleurs, on le voit sur tous les forums, tous les gens qui réfléchissent un peu écoutent ces deux médias. Et donc, le phénomène de masse n'est pas incompatible avec Voltaire, Putsch, RT France et tout ça. Bien sûr. C'est justement complémentaire. Ils sont complémentaires. Il faut des médias de masse qui laisse parler tout le monde. Alors CNews, c'est pas encore la liberté suprême, si vous voulez. Même sur Sud Radio, des fois, bon, il y a du mainstream qui revient, mais il y a des voix dissonantes. La preuve, vous en êtes une belle preuve. Donc, il y a des voix dissonantes. Et ces voix dissonantes, elles touchent des masses. Et c'est ça qui a changé par rapport à tout ce qui se faisait avant. C'est qu'il n'y avait aucun média de masse qui faisait une voix dissonante. Et donc là, les gens, ils sont touchés plus. Donc voilà. Donc c'est ça qui se passe. Et on ne peut pas comparer la situation d'il y a 20 ans ou 10 ans avec celle de maintenant parce qu'on a enfin des médias de masse qui bougent un peu. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Mais vous êtes quand même sur LCI de temps en temps. Vous avez quand même... Bon, sur Sud Radio, voilà. Vous n'êtes pas le seul sur Sud Radio. Sur CNews, il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressants à voir et à écouter. Oui, je voudrais... Et donc, voilà. Oui, écoutez, merci en tout cas, merci pour ce que vous dites. Mais je voudrais dire, pour moi, il y a effectivement, vous l'avez dit, mais je voudrais insister là-dessus. Il y a une parfaite synergie et très importante et essentielle entre des médias comme Putsch, comme Boulevard Voltaire ou comme d'autres, enfin, il y en a beaucoup, et les médias mainstream. Disons qu'on n'est pas vraiment mainstream, enfin on n'est pas loin, comme CNews ou Sud, ou peut-être d'autres, sûrement, il y en a d'autres qui parlent. Parce que je vais vous dire, ces médias-là, comme les réseaux sociaux, il y en a qui font
ce que nous n'avons pas toujours le temps de faire, ça veut dire des enquêtes de fond, prendre le temps, faire des enquêtes, créer effectivement l'événement, c'est très important. C'est pour ça que quand Nicolas Vidal dit qu'il faut s'abonner, qu'il faut aider, qu'il faut vraiment tout ce qu'on peut faire, je parle des citoyens, c'est très important. Parce que pour le moment, c'est pas l'État qui va les aider, c'est pas, malheureusement, nous contribuables, l'État c'est nous, mais ce n'est pas l'État, c'est pas nous qui décidons. Donc je crois qu'il y a une véritable, une essentielle consanguinité entre les deux, et c'est très important qu'il y ait Putsch, qu'il y ait Sud Radio, qu'il y ait CNews et qu'il y ait tous les autres, et de plus en plus, parce que c'est comme ça qu'on y arrivera.